Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois. Je suis Serge Alain Outou pour le décryptage quotidien de l'actualité. 5 pour l'enfer, tel pourrait être le titre du mélodrame vécu par Ni John Fundi et 4 autres membres du Social Democratic Front samedi dernier sur la route de Kumbo. Pendant plus de 4 heures d'horloge, le chairman du SDF et ses compagnons de fortune resteront entre les mains des ravisseurs. Des séparatistes disent certaines sources, alors qu'ils se rendaient à l'inhumation de l'honorable Joseph Banadzem, doyen Joseph Banadzem, Ni John Fundi est fait captif par des séparatistes qui lui reprochent la participation des parlementaires SDF au Sénat et à l'Assemblée nationale. Après l'avoir, dit-il, dépouillé d'une somme de 30 000 francs CFA, reconnaît Ni John Fundi en personne, les séparatistes le remettront en liberté un peu après 18h30. Toutefois, la polémique ne cesse d'enfler autour de cet enlèvement qui a connu un dénouement heureux sans paiement de rançon. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, question autour du rap de Fundi. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, question autour du rap de Fundi. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Robert Mouté-Ambassa. Robert Mouté-Ambassa, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox TV. Comme d'habitude, vous savez, quand on se met sur un plateau, c'est pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Voilà, on vous connaît. Nous pensons que ce soir, nous serons à la hauteur parce que c'est une situation assez sensible que nous allons traiter. Ok, bienvenue. Vous êtes au cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Membre du comité central. Membre du comité central. En face de vous, Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal, premier arrondissement Douala, la mairie d'arrondissement Douala premier. C'est exact. Un mouvement populaire. Non, mouvement progressiste exact, voilà. Bien entendu. Vous savez que la semaine dernière, nous avons enterré le maire Lotin. Oui. Et ça a été suffisamment couru. C'était une occasion pour nous, le conseil, et moi particulièrement, qui était son camarade de l'opposition, de lui rendre un vibrant hommage. Oui. Je pense que nous l'avons bien fait et il a mérité cela. Et c'est l'occasion pour dire encore à la famille de Téni, bon, ils ont quand même enterré un fils assez digne. Mais voilà, la vie continue. C'est le chemin de tout le monde. Voilà, à vos côtés, Camille Nelly, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Outou, bonsoir conseiller Zipan, bonsoir Robert Mouté-Ambassa, bonsoir téléspectateurs d'Equinox Télévision. J'ai bien aimé la formule de Mouté-Ambassa qui dit que nous sommes là pour dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, mais moi j'estime pour ma part que nous sommes là pour éclairer, ouais. Éclairer surtout, parce que s'il s'agit de la vérité, je me souviendrai toujours de la question de Ponce Pilate qui avait demandé à Jésus qu'est-ce que la vérité, et on attend toujours la réponse. Belle formule de Camille Nelly. Je commence à faut préciser, madame, monsieur, que le SDF est invité sur ce plateau. On a invité maître Achille Ledio qui est conseiller juridique SDF pour la région du littoral. Il est donc toujours attendu pour parler de cette situation. On ne va pas nous faire le procès, n'avoir pas invité ceux qui sont concernés, entre guillemets, au premier chef. Même comme Ni John Fundi a dépassé, sa statut a dépassé le cadre du SDF. Je commence avec vous, Camille Nelly. Samedi dernier, vous m'avez appelé, vous étiez à Bamenda. Dites-nous, comment était Bamenda pendant 16 heures disons que où le chairman Ni John Fundi était en captivité? J'étais au domicile. Quelle était l'ambiance? J'étais au domicile de l'un des plus grands responsables de la région du Nord-Ouest, à Bamenda. Donc je ne peux pas vous dire comment ça se passait dedans, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, au moment où il a reçu l'information, sur le coup de 14 heures, que John Fundi aurait été enlevé, ça a été le grand bas de combat. Il s'est mis à appeler partout pour d'abord vérifier l'information, recouper l'information et prendre des dispositions pour une prise
Vous parlez de la plus haute autorité de la région? Non, j'ai dit l'une des plus grandes. L'une des plus grandes. Je préfère cacher sa source. Je préfère cacher. Voilà. Non, je préfère cacher, pas ma source, mais disons que je préfère faire l'impasse sur l'identité. C'est le journaliste d'investigation qui parle. Donc, je dis donc, mais par contre, j'ai vécu en direct toutes les dispositions, toutes les communications qu'il a passées à gauche, qu'il a reçues du ministre de la Présidence, du ministre de la Défense, du secrétaire d'État, et même, je peux vous dire, de la présidence de la République, parce que la seule nouvelle du kidnapping de John Frondi a suffi pour mettre toute la région en branle-bas et jusqu'au sommet de l'État. C'est d'ailleurs tout à fait normal. Mais je peux vous dire que c'est quand même une nouvelle qui est arrivée comme un véritable coup de massue, parce qu'on ne savait pas très bien à quoi allait aboutir cette situation. Malheureusement, dans les 15 minutes qui ont suivi, j'ai reçu sur mon téléphone le communiqué de Mimi Mefo, qui est aux États-Unis, qui annonce le kidnapping de John Frondi. On était sur le coup de 14h30 et apparemment, selon les derniers recoupements, John Frondi aurait quitté Bamenda vers les 10h30, 11h. Donc il était sur la route de Koumou. Ouais. Bon, comment Mimi Mefo a-t-elle pu obtenir l'information que John Frondi, qui est en pleine Cambrousse, vient d'être kidnappé? Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que immédiatement ça a été le branle-bas à l'intérieur des réseaux sociaux. On a pu voir comment le porte-parole ou le ministre de chez nos cabinets qui était en train d'essayer d'informer les gens à sa manière, ensuite avec des démentis de Libération, d'autres démentis, et sur le coup de 15 heures à peu près, je reçois sur mon téléphone toujours une communication de Marc Barita, qui est aux États-Unis, qui est l'un des activistes les plus connus que l'on sait, qui dit que non, John Frondi n'a pas été kidnappé, il a plutôt été pris en charge par les Ambazoniens qui contrôlent toute cette région du Nord-Ouest, et ils l'ont pris pour aller discuter de certaines choses. Donc, grosso modo, c'est comme ça que j'ai commencé à vivre cette situation. Mais au fur et à mesure de l'évolution de l'émission, je vais vous donner mon sentiment et comment les choses ont été perçues de ce côté-là. Robert Mouté-Ambassa, on a suivi, Kaminele était chez l'une des autorités, comme il a dit, et tout de suite, cette autorité-là a tout fait pour savoir ce qu'il en tournait véritablement. Il veut dire que l'État se soucie. Ben, vous savez, c'est normal que l'État se soucie. L'État est chargé de la sécurité des hommes et des biens sur l'ensemble du territoire. Donc, Frondi n'est plus un citoyen ordinaire. Surtout, Frondi, quand même, c'est une personnalité politique qui joue un rôle depuis les années 90-92 et il continue de jouer ce rôle. Donc, c'est normal que l'État se mette en branle pour essayer de retrouver Frondi. Bon, moi, ce que je veux dire tout de suite, je suis comme tous les Camerounais aujourd'hui. Dès qu'il y a une information, une situation, on essaie de se renseigner. J'ai cette chance d'avoir des relais partout au nord-ouest et au sud-ouest. J'ai même eu à discuter avec certains hauts responsables du SDF, je ne veux pas donner le nom ici, mais les informations que j'ai sont, je peux affirmer aujourd'hui, sans risque de me tromper, que Frondi n'a jamais été kidnappé. Frondi n'a pas été kidnappé. Information... C'est une information juste, je vais m'expliquer. Vous savez, pour aller du côté de Kumbo, il y a des checkpoints. Vous dites que Frondi n'a pas été kidnappé. Il n'a pas été kidnappé. Kamine a dit qu'il a été pris en charge. C'est ce que vous avez dit? Non, c'est Marc Barita qui des États-Unis dit qu'il n'a pas été kidnappé. Il a été pris en charge par des combattants ambazoniens qui d'ailleurs, selon son propre message, contrôlent toute la zone et ils l'ont pris pour des discussions. C'est clair, c'est net. Le poste est là, il est vivant, il est vérifiable. Je vais étayer mon affirmation parce que vous savez, au même endroit, au même checkpoint, quelques semaines avant, le cardinal Toumi a subi presque le même sort. Mais il n'a pas jugé utile d'informer, sinon tout le Cameroun sera en branle-bas jusqu'au Vatican. Le cardinal Toumi, de passage dans cet endroit, a été stoppé par les mêmes éléments. Parce que vous savez, il y a des checkpoints dans cette zone qui, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, est contrôlée par les ambass boys. Et pour rentrer dans cette zone, on identifie tout le monde, tous les véhicules qui passent, on prend les cartes d'identité, on regarde. Vous savez, dans cette zone aujourd'hui, les gens ne paient plus trop d'impôts aux finances et autres. Oui. Mais ils payent les impôts aux ambass boys. Hein. Il ne faut pas croire que... Les ambass boys? Ah oui. Ambass boys. Dans ce cas, l'ambass Non. Il y a un système. Vous croyez que les commerçants qui sont là-bas ne sont pas inquiétés? Pourquoi? Chacun sait ce qu'il doit payer. Et quand il doit payer, et ils vont le faire. Ils ne reversent plus au trésor public.
mais c'est reversé entre les mains de ces hommes. C'est un nouveau business qui fait que ça fait perdurer la situation. Donc je disais que les Ambas Boys ont un checkpoint où ils contrôlent tout le monde. Quelques semaines avant, le cardinal Toumi est passé avec une délégation. On l'a stoppé. Il s'est arrêté. On a essayé de contrôler l'identité de tout le monde et on a demandé au cardinal de descendre, d'aller rencontrer leur chef. Le cardinal Toumi a refusé. Alors, voyant quand même un homme d'église bien habillé en soutane d'officiel et autres, ils sont allés dire à leur chef là-bas qu'il y a un homme d'église là-bas qui refuse de descendre de sa voiture. Leur chef est venu et quand il a regardé, il a reconnu le cardinal Toumi. Il lui a d'ailleurs fait allégeance. Et du coup, ils ont commencé à discuter. Et ils essayaient d'expliquer leur situation au cardinal pour obtenir son adhésion. Et le cardinal leur a dit clairement que vous n'avez pas d'issue. Vous ne pouvez pas gagner sur l'État. L'État, le Cameroun reste indivisible. Il a hors de question que vous comptez dans cette direction. Revenez vers le dialogue comme on vous propose. Parce que, je fais une parenthèse, parce que quelques semaines avant, le cardinal, dans le cadre de son hall anglophone conférence, a envoyé des équipes aux États-Unis, en Europe, au Nigeria, dans les camps de réfugiés et au Cameroun. Donc, pour essayer d'obtenir l'adhésion vers la hall anglophone conférence. Donc, maintenant, quand ils ont discuté ainsi, le cardinal, ils ont demandé au cardinal de leur faire une prière. Le cardinal leur a dit, mais vous avez les gris-gris sur vous. Les gris-gris et la prière, ça ne va pas ensemble. Enlevez déjà vos gris-gris. Ils ont dit non, chez eux, les gris-gris vont avec la prière. Donc, ils ne se sont pas entendus sur ça. Le cardinal, on l'a laissé les partis. Et quand il revenait, il a été intercepté pour être contrôlé une deuxième fois. Et il est parti. Donc, vous comprenez que, tel que quand Froundi est arrivé dans la zone, ils lui ont fait la même chose. Et Froundi, cette fois-là, a accepté de descendre. Voilà. Au lieu de refuser comme le cardinal, parce que lui, il avait ses raisons. Il est allé, il a été interviewé, et son interview est passée. Et effectivement, ils ont appelé comme Froundi pour lui dire qu'il faut qu'il mette la pression sur tous ses parlementaires, ses élus, pour qu'ils démissionnent en bloc, pour essayer de soutenir le mouvement. Parce que quand on regarde bien, c'est comme s'ils sont quand même à la recherche d'un nouveau leadership. Donc ça fait que la situation sur le terrain est qu'il y a une zone, entre guillemets, je dis bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes là-bas à l'intérieur. Parce que celui qui m'a donné cette information, quand on les a stoppés, c'était des centaines de milliers de personnes qui sortaient de la brousse. Alors, le checkpoint du Bir n'est pas loin de là. Et ils ont le checkpoint. Et ça fait que, même quand vous passez, le BIR dit attention, ils sont là. Parce que vous savez, si je dis bien, ils ont un territoire, entre guillemets, il faut que je précise ça. Les gens peuvent penser que j'ai déclaré que les ambassadeurs boys, non. C'est une situation un peu particulière, tout simplement, parce que les forces de défense savent qu'ils sont là en face, les forces de sécurité. Maintenant, s'il faut aller taper dedans, pour vous garantir que c'est des centaines de milliers de morts. Je crois que le président n'est pas prêt à franchir ce point. C'est la raison pour laquelle il y a cette situation qui donne le sentiment à certains qu'une zone du territoire est contrôlée par eux. Non, c'est une volonté du gouvernement de tempérer et de ne pas attaquer dans une foule de 1000, 5000, 10 000 personnes. Donc on pourra en parler tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Il y pense sur cette situation. Vous croyez, on sera abstain? Non, c'est pas que je crois pas. Le problème, c'est que je reçois l'information et ceux qui sont les historiens du temps présent qui font l'information, c'est naturellement les journalistes que vous êtes. Maintenant, on a, au-delà des journalistes, on a les réseaux sociaux qui accompagnent complètement les informations. Est-ce vrai ou faux? Mais toujours est-il que je reçois. Mais il faut retenir, quand on regroupe, que l'on prenne un côté ou qu'on utilise un vocabulaire, Froundi a été enlevé. Oui. Même si c'est momentané, même si c'est pour quelques minutes, on peut trouver le qualificatif qui y convient, mais du moins il a été interpellé et enlevé. Conduit si vous voulez. Parce que à partir je fais cette parenthèse pour que les gens comprennent très bien. L'image qu'on nous a renvoyée à partir des réseaux sociaux attestait de ce que c'est pas Froundi qui filmait. Parce que lui, il avait son téléphone. Donc c'est pas à partir de son téléphone que l'on filmait. Donc il est évidemment établi que ces gars voulaient faire une communication à travers la personne de Froundi. L'atmosphère telle qu'a dit Moutambassa est différente. La situation stratégique militaire évolue en fonction des éléments qu'on a. Peut-être au moment où on a rencontré le cardinal Toumi, la situation était beaucoup plus dans la calmie, ce qui a attesté qu'il pouvait bavarder à visage découvert. Au moment où on a arrêté que Froundi, c'était peut-être dans une situation extrêmement conflictuelle. L'un dans l'autre, la revendication de ces gens-là, elle est politique. Et donc Froundi est un élément extrêmement important au regard de ce qu'il est.
pour l'ensemble des Camerounais, quand même, pour l'ensemble des Camerounais, pour le SIF et naturellement pour sa propre famille. Donc, dès lors, c'est une personnalité éminemment. Et là, ils ont trouvé quelqu'un avec qui on va devoir discuter. Parce que, avec peut-être le cardinal Christian Toumi, et là, Moté l'a dit, peut-être dit, on n'a pas filmé, mais il a pu regrouper. Mais avec Foundi, on l'a regroupé parce qu'ils avaient besoin d'un effet d'effervescence. Le cardinal est là, ceux qui veulent peuvent aller le voir. Si, mais donc, Foundi a eu raison, on a vu, là on ne peut pas dire que c'était masqué parce qu'on a vu le guerrier que l'on connaît, le gars qui est toujours dans l'attaque, la contre-attaque, ça c'est du Foundi. Mais il faut que les Camerounais comprennent. La politique, c'est deux situations. C'est soit un rapport de force, et vous le pliez à votre faveur. C'est l'État qui peut le plier avec les violences de l'État, l'armée, la police et tout consort. C'est ça, le rapport de force. Soit c'est un équilibre de la terreur. On ne s'attaque pas mutuellement parce que chacun connaît le dégât ou les conséquences que l'autre peut infliger à l'autre. C'est ça l'équilibre territorial. C'est comme entre la Russie et les États-Unis. Ouais. On sait que chacun est capable de faire très mal à l'autre, même si on se trouve que stratégiquement, on est très fort, mais on a la capacité de le faire. Dans le cas d'espèce tel qu'a expliqué, on est dans l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où chacun dit si je me rentre dedans, il peut me faire très mal. Et là, donc on est dans l'équilibre de la terreur. Les FDS sont placés à un niveau, les forces séparatistes. Et là, je vais apporter une nuance. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y a un équilibre, non. C'est les forces de défense qui ne veulent pas attaquer parce qu'ils veulent faire mal. Pour des raisons qui ne sont propres, et pour des raisons humanitaires, pour des raisons. Une petite précision, Serge, si tu le veux bien. Vous savez, les forces de défense sont divisées en trois catégories. Les forces de première, deuxième, troisième catégorie, et puis il y a les forces spéciales. Les forces de première catégorie, c'est la police de la gendarmerie urbaine qu'on voit là. Oui. Deuxième catégorie, c'est les équipes d'intervention. C'est le GMI, c'est le GSO, c'est les escadrons de gendarmerie. Maintenant, les forces de troisième degré, c'est notre frappe. C'est la division aéroportée, par exemple, de Koutaba. Oui. Si on la descend dans la zone, je peux vous garantir que ça va faire très mal. Ces gars ne peuvent pas tenir 2 jours. Okay? Maintenant, il y a les forces spéciales, c'est le BIR spécial. Parce qu'il y a 2 BIR. Il y a le BIR intervention et le BIR spécial. Le BIR intervention, c'est celui qui est sur le terrain, qui n'est pas loin des escadrons de gendarmerie ou bien du génie. Mais il y a le BIR spécial qui vient après les forces spéciales, les forces de troisième degré, qu'eux, ils sont formés pour autre chose. Ce n'est pas pour ce genre de trucs. Donc, je crois que l'État ne veut pas sortir cette puissance parce qu'elle sait qu'il a beaucoup de dégâts en face et l'État accepte cette position intermédiaire, mais contrôle quand même l'ensemble du territoire. Il résiste pas. Oui, je pense que cette explication était un peu mon point de vue, en ce sens que nous sommes dans une situation politique. Nous ne sommes pas dans une situation conflictuelle. Que revendiquent les Ababoy? Que revendiquent ceux-là? Je pense que là, on peut pouvoir épiloguer pendant... Il y a eu des tas d'émissions. Mais ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que Foundi était suffisamment, ça sur le point de vue politique, je dis, était suffisamment une cible bien indiquée, parce que pendant très longtemps, si l'on parcourt l'histoire du SIF, il a été toujours le premier parti dans la zone anglophone. Donc c'était la meilleure cible pour, comme il a dit lui-même, pour faire des discussions et non des négociations. Parce que là, il faut le mot est bien utilisé. C'était pour discuter. Discuter veut dire que tu donnes mon point de vue, je donne le mien. Négocier veut dire que tu quittes ton point de vue pour venir au mien. Donc, Foundi était dans une discussion. Et dans la discussion, il a fait valoir fermement son point de vue par rapport à là. Okay. Ça, pour conclure sur ce premier truc, j'en suis convaincu aujourd'hui, et là vraiment, que nos frères anglophones ne veulent pas partir. Quand on regarde l'évolution, nos frères anglophones ne veulent pas partir. Parce que quand on voit la situation, on est convaincu qu'il y a une situation politique que l'on peut. Et je profite de l'occasion pour dire 2 choses à l'ensemble des Camerounais. On ne débat pas de l'unité de le Cameroun. On ne vote pas pour l'unité du Cameroun. On défend l'unité du Cameroun. Par contre, on peut débattre de la forme de l'État. Il faut que ça soit très clair. Parce qu'il y a un amalgame de compréhension qui feront ce que le Cameroun a l'impression qu'on se divise sur l'espace territorial. Non, le Cameroun, c'est 475 000 km de Cameroun, qui a une capitale Yaoundé, qui a un président de la République élu au suffrage. Pour le moment, c'est l'État. Maintenant, cette forme-là n'aggrave pas l'assentiment d'un certain nombre de Camerounais qui estiment qu'au point de vue philosophique, au point de vue gestion, cela ne nous en mange pas. De la même manière, nous qui sommes conseillers, nous trouvons qu'il y a des textes, nous avons trouvé qu'il y a des textes rétrogrades dans l'établissement ou dans le fonctionnement de la commune. Et je pense que quand on a dit ce premier jet, on conclut en disant que les personnalités les plus ciblées du Nord-Ouest, notamment, par exemple, les noms qui sont de noms de premiers grands, c'est-à-dire que si on a, par exemple, affaire au premier vice-président national du RDPC,
qui est le fond Angoua-Fator, je suis sûr que certainement ils auront un autre comportement avec lui. Tout à fait. Bien entendu. On a par exemple la famille Akeremouna, qui est une grande famille. La famille Mouna. La famille Mouna, qui est représentée aujourd'hui maintenant par Akeremouna, qui est là. On a la famille Fuji. Je pense que les Ambaboy vont parler autour des grandes familles au regard de ce que le type Moukete a pris comme position à l'Assemblée nationale. Je conclue par là pour que les gens, au Sénat, pour que les gens comprennent très bien pourquoi ils ont voulu médiatiser l'événement de Fuji. Je pense que c'est l'un des éléments déclencheurs. Parce que le type Moukete a pris quand même des positions extrêmement fortes pour le dire. Et là, vous savez bien que les positions du mouvement progressiste, nous sommes, et nous l'avons dit depuis 1996, nous sommes pour le fédéralisme et tout le monde en demeure. On ne nous taxe pas d'être des sécessionnistes. Voilà, sur ce plateau également avec nous, Maître Achille Ledio, conseiller juridique SDF pour la région du littoral. Bienvenue, Maître. Bonsoir, Serge. Voilà, on va commencer avec ça. Pourquoi on a comme l'impression que... Pourquoi toute cette polémique autour de cet enlèvement? La même question, Serge, nous la posons. Seulement, je vais commencer à dire ce que a dit tout à l'heure le représentant du RDPC. Non, est tellement grave. C'est grave, c'est gravissime. Oui. Rester sur un plateau de télévision, dire en Mondovision que le chairman du SDF n'a pas été enlevé, je dis encore, c'est très grave. Alors, cette attitude de déni, doublée d'une arrogance sans pareil du régime en place, qui a fait pourrir la situation. Le fait de dénier, de refuser, de nier les évidences. Alors, mon cher Serge Alain, mon parti a pris acte et un communiqué a été pris dans ce sens. Le chairman Midjon Fundi a été enlevé par un groupuscule d'hommes armés encore non identifiés. Après 6 heures de captivité, il a été libéré. Et alors, il a continué ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire se rendre à l'enterrement du président du groupe parlementaire SDF, Joseph Banazem, question de s'incliner devant sa tombe parce que tout était déjà fait. Maître Ledio, il y a une polémique qui a également enflé samedi dernier. On a appris comme ça que le chairman et les autres ont refusé de se faire escorter par les forces, les FDS, forces de défense et de sécurité. Justement, il faut éclairer la lanterne des auditeurs. Le gouverneur Lélé Lafrique avait proposé une escorte fortement militarisée pour accompagner le chairman à cet enterrement. Alors, le chairman, dans sa posture de socialiste, a refusé cette escorte. Pourquoi? Pour 2 raisons fondamentales. La première, si le chairman l'acceptait, ça veut tout simplement dire que personne ne peut se rendre dans cette zone sans être escorté, et bien évidemment que lui ne se soucie pas du bas peuple. Lui, il peut être escorté, le bas peuple pas. Ça, c'est un déséquilibre que nous, au Social Democratic Front, nous refusons. Et alors, la deuxième raison, qui n'est pas des moindres, c'est que s'il y avait une escorte, je puis vous dire que les conséquences seraient plus fâcheuses, puisqu'il devait avoir des échanges de tirs. Qui vous dit que le chairman serait en vie aujourd'hui, puisqu'il n'a pas une voiture blindée? Alors, nous pensons très honnêtement que la proposition du gouverneur, nous l'avons refusée parce que c'est le peuple d'abord qui souffre. La population locale en souffre énormément. Il faut sortir de cette situation de chaos. Ce n'est pas en escortant chaque responsable que la situation trouvera solution. Mais Serge Alain, pensez-vous que le gouvernement de la République est capable de mettre un militaire
derrière chaque membre de famille pour accompagner, je veux dire chaque membre de famille pour accompagner à sa dernière demeure leur dépouille. Que dites-vous de nos frères anglophones qui sont de ce côté, je veux dire en zone francophone, et qui perdent l'un des leurs? Oui. Comment font-ils pour aller dans leur terroir enterrer les leurs? Est-ce que le gouverneur, à chaque fois, doit mettre une escorte fortement militarisée pour accompagner les membres de famille à ses obsèques? Et même, il faut le dire, et il ne faut pas se leurrer, la solution serait, comme le SDF l'a toujours martelé, d'ouvrir un dialogue de vérité et réconciliation. Un dialogue inclusif, ce n'est pas en mettant, et il faut le dire, ce n'est pas chaque famille qui auront des personnalités dignes de bénéficier de l'escorte du gouverneur. Ok. Camille Neley, justement, le vice-président du Social Democratic Front, il a réagi et il y a surtout ce passage où il dit que, montre que, contrairement à la propagande gouvernementale, les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont pratiquement hors de contrôle du gouvernement, avec des bandes, des forces séparatistes, des bandits de grand chemin et des milices installées par les pontes du régime. C'est une affirmation spécieuse et très grave. Et dans le régime a ces milices là-bas? Non seulement c'est une affirmation spécieuse, elle est très grave, et moi je dis que là-dedans on peut noter même de l'arrogance quand on dit... L'arrogance? L'arrogance, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore trouvé de l'arrogance dans les termes du SDF. D'ailleurs, je tiens à dire, à répéter ici que le chairman John Frondi, depuis les années 90, a toujours été un homme politique de premier plan. C'est le principal parti d'opposition, c'est le principal leader de l'opposition, qui a déjà perdu 2 élections, mais qui n'a jamais appelé à l'insurrection, ni qui n'a jamais appelé à l'insurrection, ni demandé aux gens de prendre des armes. Mais là aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'était cette sorte de galéjade, de comédie vécue, orchestrée à travers les réseaux sociaux, est tout simplement déplorable. Quand le communiqué du SDF dit que le sud-ouest et le nord-ouest sont deux régions non seulement hors de contrôle, mais infestées de bandits. Bandits grand chemin. Ça veut donc dire qu'il manque de cohérence. Il y a des milices, milices installées par les pontus. Ce communiqué manque de cohérence. Parce que quand vous voyez donc des hommes armés qui sont devant vous, vous pensez que c'est qui? Ce ne sont pas forcément des Amaboy. Ça peut être justement ces milices, ça peut être ces bandits, parce qu'il y a des bandits qui sont là uniquement pour kidnapper, pour brûler, pour attaquer les gens, pour maintenir l'insécurité. Alors, si on part tous sur le principe qu'il y a des hommes armés qui tiennent des armes et qui mettent les gens en insécurité, ça veut dire que ce ne sont pas des anges. Et c'est à ce niveau que, justement, l'État doit jouer sa mission régalienne de protection des personnes et des biens. Cependant, quand... moi, je viens du Nord-Ouest. J'ai fait Douala-Bamenda, Bamenda-Douala, aller-retour. Je n'ai pas entendu un seul coup de feu. Et pourtant, j'étais même là-bas au moment où, effectivement, le chairman était enlevé. Mais par contre, 2 jours plus tôt, la sœur du chairman, la vice-présidente l'une des vice-présidentes du Sénat, avait été kidnappée à Bamenda par des gens qui sont sortis avec des motos, qui l'ont encerclée, et elle a disparu. Dans les 30 minutes qui ont suivi, toutes les entrées, toutes les issues de Bamenda ont été bouclées par la gendarmerie, par la police et par l'armée. Et elle a été relaxée quelques heures plus tard parce que ceux qui l'avaient enlevé avaient compris que non, il y a quelque chose qui va pas, ils ne peuvent pas sortir. Or, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que, cela veut dire que si vous voyez des gens, des hommes en armes, ce ne sont pas forcément ceux que vous appelez des ambaboys. Il y a énormément de brigands là-dedans, il y a des assassins là-dedans. Et quand on dit qu'il y a des milices armés par le pouvoir, et ça c'est extrêmement grave, parce que personne n'avait encore jamais évoqué une telle éventualité. Mais là aujourd'hui, quand le SDF, l'une des voix les plus autorisées du SDF, dit qu'il y a des hommes, des gens armés dans le sud et du nord-ouest, qui sont commandités par des ponts du régime, c'est une nouvelle donne qu'on est en train de vouloir mettre dans le débat de l'insécurité, et maintenant ce qu'on va certainement aller brandir devant les instances internationales pour dire qu'il y a des ponts du régime qui sont en train d'entretenir l'insécurité au Cameroun. Et là c'est très très grave. Moi je pense que ce n'est pas parce que je continue à dire, Serge Alain Outou, que ce qui s'est passé dimanche avec un enlèvement spectacle
Samedi. Vécu dans les médias avec une interaction entre les États-Unis, le Cameroun et Douala Yaoundé et tout ça. Non, c'est tout simplement déplorable. Il y en a même qui ont pu dire que bon, on sait que le chairman à une certaine époque avait dit qu'il attrapait les balles. Il dit que quand on tire, il les attrape. Mais cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'il n'a pas attrapé les balles? Et moi je dis donc que s'il était enlevé par des gens qu'il n'a pas pu identifier lui-même, mais qu'ils l'ont seulement enlevé pour lui demander de demander à ses députés et à ses sénateurs de démissionner de l'Assemblée nationale. On se demande donc quel but ils poursuivent, parce que leur but à eux, c'est la sécession. Mais qu'est-ce qu'ils ont à foutre alors des députés et des élus du SDF qui sont dans les institutions? Donc ça veut dire que ça manque de cohérence. Ok, toujours par rapport à cette sortie, Mouter Mbassa, vous allez peut-être dire. On parle de cette réunion tenue à Yaoundé, avec aux participants au comité de l'État, les pontes du parti État, je cite, le communiqué de Joshua aussi, les pontes du parti État, ainsi que les patrons de presse, à l'effet de banaliser, même de tourner en dérision cet enlèvement. C'est Joshua aussi qui le dit, il dit que samedi, il y a eu une réunion à Yaoundé. Vous savez, ce genre de communiqué, ça n'engage que celui qui l'a initié, parce que je ne sais pas quelles sont ses sources. Mais moi, je voulais. C'est pour demander quel intérêt l'État a pour la tourner en dérision, l'enlèvement de Ni John Fondi. Oui, je voulais, avant d'en venir à ça, je voudrais quand même dire. À la suite de Camille. À la suite de Camille, et puis de mon Maître Ledjo, que dans ce genre de situation, vous savez, j'ai quand même une certaine spécialisation en sécurité et sûreté. Dans ce genre de situation, il y a beaucoup de business qui se font, dans tous les sens. Il ne faut exclure aucun sens. Il y a beaucoup de business. Et donc, j'ai dit tout à l'heure que Founi n'a pas été enlevé. Je le maintiens parce que tous les véhicules qui passent au niveau de ce checkpoint sont stoppés, contrôlés, les identités et autres. Maintenant, les ambassadeurs ont un mode de fonctionnement. Quand il trouve des populations simples là, qui viennent, on ne les embête pas. Quand il trouve des personnalités comme Foundi, comme tout bien passé, personne n'a parlé de ça ici. Mais quand ils trouvent de l'unité, ils les abattent. Ben, j'en viens quand il trouve des personnalités. Non, mais vous allez continuer. Quand vous dites qu'il n'y a pas eu enlèvement, vous dites bien qu'il arrive au niveau de ce checkpoint. C'est ça que j'essaie on l'a conduit en Bruce. Il n'est pas seul qui arrive au checkpoint. Tous ceux qui passent au checkpoint. Le fait qu'on amène Ni John Fondi en Bruce, c'est pas un enlèvement? Non, c'est pas un enlèvement. C'est quoi? Ils ont voulu faire. Et qu'on le maintienne là-bas pendant. Laissez-moi expliquer. Vous posez une question, mais je dis ceci. Tous les véhicules qui passent sont stoppés et contrôlés. Et maintenant, suivant que c'est les personnalités comme Foundi, Toumi et autres, ils ont une façon de gérer ces personnes. Quand c'est des populations civiles, on les laisse passer. Quand c'est des commerçants, ils regardent dans les registres ceux qui ont payé les taxes, ceux qui n'ont pas payé les taxes. Mais bien sûr, voilà justement, j'explique, quand c'est les militaires, ça se passe très mal. Quand c'est les militaires. Je m'arrête. Donc maintenant, Foundi est allé avec eux. Pas parce qu'il les soutient, non, c'est pas ce que je dis. Non, c'est Foundi est allé avec eux parce qu'ils ont demandé à lui parler. Oui. Et Foundi, quand on regarde bien, ces ambassadeurs ont de plus en plus de problèmes de leadership. Je pense qu'ils sont à la recherche d'un nouveau leadership. Parce que vous savez... Vous servez d'interlocuteur avec Yaoundé. Vous servez d'interlocuteur avec Yaoundé. Parce que les Sissoko et autres ont été arrêtés, ils sont en prison. Et derrière, les chefs de guerre, là, ils sont devenus autonomes. Chacun essaie de trouver un équilibre de fonctionnement. Aujourd'hui, avec les rapts, avec les rançons, avec les taxes et autres, ils arrivent à tenir. Mais au plan politique, il n'y a aucune visibilité. Et ils essaient d'obtenir d'un parti comme le SDF de jouer peut-être l'intermédiation avec plus haut. C'est la raison pour laquelle ils ont essayé de discuter avec lui. Parce que s'ils voulaient enlever Foundi pour faire comme ils ont favorisé, ils ne seraient plus en vie. Okay? Foundi n'a pas été brutalisé. Même quand on voit les images, Foundi est lui-même, il reste lui-même avec sa verve, avec sa façon de faire. Parce que ces gars ont voulu menacer Foundi à un moment donné. Il leur a dit qu'il n'avait pas peur d'eux. Et il est clair là-dessus. Donc, je pense que quand il dit que ce n'est pas un enlèvement, c'est parce que quelque part, ça se passe et c'est tout le monde qui passe là-bas et qui subit le même sort. Ce n'est pas un sort particulier à Foundi. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ça n'a pas été un enlèvement. Donc, je pense que la situation actuelle de ces gars est telle qu'ils n'ont plus certaine visibilité politique. Ils sont à la recherche d'un nouveau leadership. Et ils ont parlé à Toumi, au Kenya Toumi, pour essayer de voir qu'est-ce que Toumi peut faire, effectivement. Ils ont pris Foundi,
ils vont faire la même chose. Mais si le canal Toumi, par son communiqué, son service de presse, avait mis ça dans les réseaux sociaux, je peux vous garantir que ça aurait fait plus de bouquins encore que John Fundi. Donc je pense que, toute proportion gardée, c'est une situation qui aujourd'hui démontre que sur le terrain, par exemple, j'allais oublier, il y a Camille qui a parlé de Nimefo, qui était la toute première à informer depuis les États-Unis. Nous, on est sur Cameroun, il le faut par elle, avant de commencer à chercher. Donc vous comprenez que quelque part, il y a une certaine proximité. Il y avait cette volonté de donner le sentiment que l'État ne contrôle plus rien du tout. Les ambassadeurs ont pris le dessus sur une bonne partie du territoire. C'est pas vrai. Le vrai problème, la réalité, c'est que l'État sait qu'en face, il y a 5 000, 10 000, 15 personnes dans la brousse, dans la forêt. L'État ne va pas envoyer les militaires là-bas dedans. Ça va faire une boucherie. L'État ne peut pas faire ça. Donc vous comprenez que c'est une situation qui est volontairement entretenue parce que c'est comme ça en attendant que d'autres mesures soient prises. Mais Robert Moutamba, c'est quand vous dites que les Camerounais ont été informés par Mimi Mefo, non seulement Mimi Mefo qui est aux États-Unis, mais Marc Barita qui est aux États-Unis aussi. Et c'est Barita qui a dit que John Fundi n'a pas été enlevé. Tout à fait. Eux, ils savent. Il n'a pas été enlevé. Il dit qu'il n'a pas été enlevé. Il a été pris en main par des gars qui contrôlent. Ils cherchent un nouveau leadership. Pour discuter avec eux. Et d'ailleurs, maintenant, quand on va même regarder la substance de cette discussion, c'est quoi? C'est pour dire que faites démissionner vos députés, parce qu'ils auraient pu lui demander autre chose. Ils auraient même pu le garder pour exiger des rançons plus graves. Il y a le frère de John Fundi lui-même, John Fundi lui-même avoue que ces derniers moments, son ranch a été vandalisé, son frère a été enlevé à 2 reprises et des rançons ont été payées. Alors s'ils avaient voulu, si c'était une opération criminelle, ça n'aurait pas été cela. Mais quand c'est un kidnapping qui dure 2 heures, alors seulement quand on parle même de 6 heures, regardez la distance Bamenda Kumbo. Et lui, John Fundi dit que quand on l'a arrêté, on l'a conduit à 78 km à l'intérieur de la brousse. Pardon? Dit le communiqué, 25 km. 25 km, ça veut dire 50 km pas des monts par vous. Et ensuite discuter pendant 3 heures et revenir. Ça fait combien? C'est 6 heures. C'est 6 heures. Il y a le timing lui-même qui manque de cohérence dedans. Donc c'est un rapt qui a été théâtralisé en monde de vision, avec une relation entre les États-Unis et le Cameroun. Non, si le SDF veut faire une communication, il n'y a pas de problème. Si c'est une opération politique, il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, il ne faudra pas profiter de cette affaire pour introduire une nouvelle donne. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas encore entendu que les pontes du régime avaient des milices dans le nord-ouest. Et ça, c'est très grave. Il a dit pas. Non, je pense que... Il a dit pas. Sur la question, les ravisseurs qui demandent à Fundi de faire démissionner les parlementaires SDF, comment vous comprenez ça? Et est-ce qu'on peut, face à un ravisseur, vous pouvez dire non? Non, c'est assez compliqué plus que ça, parce que quand vous êtes dans ces situations-là, il faut d'abord voir dans quelle psychologie vous vous mettez. Il faut voir. Donc je pense que tout ça, c'est extrêmement difficile et ça va nous perdre un peu de temps si on essaie de voir dans quel état d'esprit. Il faut retenir que Fundi, quand même, c'est un guerrier, c'est un habitué de ces situations complètement complexes. On n'a pas affaire à un noviste. Moi, je me souviens, dans mon tout jeune âge, les marches qu'on a faites avec Fundi. C'est quand même un monsieur très déterminé devant les situations. Moi, je me souviens encore lorsqu'il a fallu défendre les quelques voix pour permettre à ce que son député de Santa puisse passer à l'Assemblée nationale. J'ai vu comment Fundi l'a affronté. Non, ce n'est pas le personnage qu'on peut intimider. Là, vraiment, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller chercher. Par contre, ce qui me semble tout à fait que je veux que les Camerounais arrivent, c'est que, un, ce n'est pas Fundi qui filmait. 2, je suis sûr que les ravisseurs avaient besoin d'une cassette. Parce que l'information nous vient des États-Unis. Professionnalité, besoin qu'ils avaient produit un certain nombre de matériel qui les permettait d'avoir l'information à leur base et de pouvoir envoyer cela dans les réseaux camerounais. Parce que nous n'étions pas à la première information. Et je pense que Fundi n'est pas si quand même bas pour savoir que si l'enlèvement avait pris un risque, il aurait pu prendre son téléphone. On l'a laissé avec son téléphone. Donc vous pouvez dire qu'on a laissé quelqu'un avec son téléphone et dire qu'il a manipulé par lui-même. Donc je pense que tout ça, il faut faire très attention. Ce que je veux par contre savoir, que les gens... Tu l'as dit sur le plateau? Oui, non, je veux qu'on regroupe les informations. Le politicien a besoin de faits historiques et il a besoin de s'entourer de la conjoncture. Je prends 2 faits. En Irlande du Nord, il n'y avait pas encore le développement des réseaux sociaux. Avec le Sinn Féin, il a fallu... Jerry Adams. C'était pratiquement la même situation. Jerry Adams est devenu l'aile politique de la revendication de l'Irlande. C'était ça, il fallait quelqu'un qui faisait là. Ça, c'est le premier élément. J'ai pris cet élément-là pour que les gens comprennent très bien qu'aujourd'hui, les ambassadeurs n'ont pas de l'aile politique. Ils n'en ont pas. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Deuxième élément, prenons la République centrafricaine. Sur le corridor, moi je suis transporteur, et sur le corridor Douala-Bangui,
on a vu comment les rebelles se sont installés. Et je peux vous dire que, en Mondial Vision, nous avons demandé au gouvernement camerounais ici d'enquêter sur les 50 000 francs que l'on paye à titre de convoyage. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Garaboula, Garaboula c'est la dernière localité du Cameroun pour rentrer en République centrafricaine. Et la première localité centrafricaine s'appelle Beloko. C'est à 7-8 km. Vous rentrez en territoire centrafricain, vous vous arrêtez à Beloko, vous payez 50 000 francs de convoi. Le convoi est fait par l'UNICI, par les banques, les gens de l'ONU. On paye 50 000 francs. Les 50 000 francs permettent de ravitailler la rébellion que l'on traverse au fur et à mesure pour arriver à Bangui. Ça se fait. Mais ce que nous avons déployé, c'est que si ces Centrafricains ont réussi à le faire, ils ont intégré les Camerounais. Et c'est ce que ça dit. Il y a eu des Camerounais dans les 50 000 francs. Et nous demandons jusqu'aujourd'hui aux Camerounais, à l'État du Cameroun, de retirer ces syndicats camerounais, il faut le dire, qui participent dans cette opération-là. Comme il a dit, il y a un business de guerre. Il y a des gants, il y a donc des Camerounais qui le font. J'ai pris ces deux exemples-là pour le faire. Ça veut dire simplement que quand vous prenez la route également, pour moi qui suis transporteur, vous voulez aller à Kumba. Une fois que vous avez travaillé Mouyouka, à la zone là, il y a aussi encore une zone de checkpoint. Ils appellent ça le checkpoint. Vous vous arrêtez là, vous donnez 2000 francs, vous traversez la zone complètement d'Ambaboy et vous reprenez complètement. Cela veut dire simplement que pour le moment, les autorités camerounaises, avec les drones, avec ils savent où ils se trouvent. Donc moi, je reste dans la thèse de l'équilibre de la terreur. Et l'équilibre de la terreur vient à ce qu'on ne se rende pas dedans, mais qu'il faut une même politique pour discuter de ce sujet. Et Freddy apparaît donc pour eux comme quelqu'un qui est en capacité de le porter. Et le Tchèque maladie, et là je peux m'en féliciter, que le Cameroun est un et indivisible. Par contre, sur la forme de l'État, ils sont prêts à s'asseoir et en les faisant croire, en leur disant en même temps qu'il n'y a pas d'issue dans votre combat, parce qu'il n'y a pas de truc. Et ils ont reconnu à fond que tant que les députés ne seront pas à l'Assemblée nationale, et je le dis, je confie devant les Camerounais, que pour la forme de l'État, qu'on arrête le débat, c'est possible. On peut avoir la forme décentralisée, comme on peut avoir la forme fédéraliste, c'est possible. C'est une forme d'éjection qui n'a rien à voir avec l'unité du Cameroun. Et sur ce point-là, moi, je suis prêt à défendre l'unité du Cameroun. Maître Lejo. Oui, Serge. Oui, je vous ai vu, vous avez voulu réagir. Je voulais vraiment réagir de Camille. Moi, je dis que Camille est tellement catégorique que il continue jusqu'à présent à conjuguer tous ses verbes au mode indicatif. Hein. C'est-à-dire il est très sûr que le chairman n'a pas été enlevé, mais seulement il dit il a été pris en main par des... C'est quoi prendre en main? Qu'est-ce que le Camerounais lambda doit comprendre? Il a été pris en main. Il a été pris par sa propre volonté ou alors on l'a contraint. On savait qu'il va passer pour enterrer. Permettez, je vous en prie. Charlie. On savait qu'il allait passer par là. Comment savez-vous, Maître Lejo? Bonsoir, Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Cédric Noufélé, lundi 20h, au menu ce soir. Ce soir, vous écouterez les premières déclarations de John Fundi, le chairman du SDF, après avoir passé 6 heures de captivité, est enfin rentré à Bamenda. Il revient sur les circonstances de cet enlèvement, les discussions qu'il a eues avec ses ravisseurs. Et vous suivrez dans ce journal la position du SDF qui déplore une volonté latente de certaines autorités administratives de vouloir faire enfler une polémique inutile concernant le kidnapping du chairman du SDF et l'urgence d'un dialogue réitéré par le SDF à l'heure où l'escalade de violences meurtrières décriées dans les régions anglophones se propage dans la région de l'Ouest. Des populations victimes de pillages, d'incendies terrorisés témoignent ce soir dans le journal de 20h. Et nous évoquerons la sortie du Centre africain des droits de l'homme, qui se plaint également des intimidations et des menaces que subissent ces défenseurs des droits humains qui souhaitent enquêter sur le théâtre de la crise anglophone. Ils ont adressé une lettre ouverte à Paul Biya et ont évoqué l'enjeu de ne pas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies avec cet épineux problème relatif à la crise anglophone. Et ce soir, vous suivrez l'ambiance festive à Yaoundé lors du retour des champions d'Afrique des moins de 17 ans, les Lions U17 qui ont fait vibrer la capitale Yaoundé et la Fédération camerounaise de football et leurs entraîneurs reviennent ce soir sur les préparations de cette équipe, les Lions U17, comment sont-ils arrivés à gagner cette compétition sur le plan continental. Nous en parlerons dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, merci Cédric, nous avons hâte de découvrir tout ça dans le 20h que vous allez présenter une fois de plus pour nous, comme tous les lundis. Le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve dans un instant pour Equinox Soir
Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, Monsieur, place tout de suite à la pause. Journal. La peau de bébé est fragile. Elle n'a pas encore les... Retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie de Maître Achille Ledio, Robert Mouté Ambassa, Hilaire Zipan et Camille Nélé. On va commencer par cette actualité. De nous, au camp Yabassi. Robert Mouté Ambassa, vous avez été déjà victime de... Oui, vous savez, ouais, bien sûr, disons que on ne plaît plus quand on a ce genre de choses. On vous retire les rétroviseurs, on vous retire des enjoliveurs, on vous retire des phares. C'est devenu le train-train quotidien. Et là où, moi, garé devant la porte du portail, on m'a retiré les rétroviseurs. Et en ville, alors c'est grave. En plein jour, hein, en 2, 3, 4, 5 minutes, c'est fait. Hein. Il suffit de garer en plein jour, vous partez faire une course juste en face, de l'autre côté de la route, vous revenez, vous n'avez plus rien. Et ce qui est difficile, ce qui est grave, c'est que ils vont maintenant voler, même dans les commissariats, les brigades. Les responsables de forces maintenant l'ordre perdent beaucoup d'équipements dans leurs voitures. Donc les gars n'ont même plus peur. Parce que nous autres, on a grandi, quand on vous disait commissariat, vous pouviez pisser sur votre habit. Donc je pense que c'est la misère rampante, c'est les gros problèmes de survie que les gens ont au quotidien qui font que ceux qui n'ont pas essaient de se ravitailler auprès de ceux qui ont. Okay. Je n'encourage pas ça, mais vraiment, il faut que les solutions soient mises sur un plateau, soient prises pour que vraiment les gens puissent trouver chacun quelque chose à faire. C'est important. Camille Nélé, on a vu les éléments du commissaire Méfiré descendre au camp Yabassi. C'est pas la première fois, hein, le camp Yabassi, un quartier très réputé. Là. Je dois d'abord dire que le camp Yabassi est ce qu'on peut appeler une anomalie. Une anomalie, une extraordinaire anomalie qui arrange tout le monde et qui dérange tout le monde en même temps. Ce quartier existe depuis plus de 40 ans. Et depuis plus de 40 ans, on va trouver des pièces détachées d'occasion. Ça a commencé comme ça. Et ensuite, ça continue avec des pièces adaptées. Aujourd'hui, c'est une véritable cour des miracles. Pour des miracles, vous trouvez tout ce que vous voulez, même des pièces de Rolls-Royce. Et le commissaire Méfiré, qui est un fin limier de la police, connu par ses grandes actions au GMI, c'est pas de la pommade, mais on connaît le commissaire Méfiré et ses histoires. Il vient de frapper, de taper un grand coup de pied dans une fourmilière qui est justement à l'intérieur de ce camp Yabassi, où il a retrouvé des accessoires de voitures, parce que depuis un certain temps, on a constaté une extraordinaire recrudescence de vol de rétroviseurs, de pots de phare, c'est-à-dire que même du pare-brise. Et il nous revient même que après la moisson du commissaire Méfiré, on a retrouvé le pot de phare, tenez-vous bien, du commissaire divisionnaire Essogo, qui est le délégué régional de la Sûreté nationale dans le littoral. C'est-à-dire que lui-même, ces pots de phare ont été retrouvés dans le lot du butin récupéré par le commissaire Méfiré. Non, c'est une anomalie et on ne comprend pas pourquoi on laisse cette situation perdurer, mais même les plus grands vont se ravitailler au cas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je dis que c'est une anomalie extraordinaire, voilà, mais qui arrange tout le monde, qui dérange tout le monde, mais apparemment qui semble satisfaire tout le monde. Voilà, une anomalie, comme disait Camille Nélé, Hilaire Zipan, tout le monde va se ravitailler. Le camp Yabassi est très réputé dans les pièces. Vous y faites souvent un tour, Hilaire Zipan? Naturellement, parce que quand... Ah, vous ravitaillez? Mais si. Vous demandez l'origine des pièces? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ah, vous achetez seulement? Je pense qu'il faut comprendre le phénomène. Oui. Lorsque vous avez eu la dévaluation en 1994 et lorsqu'on s'est retrouvé avec des prix qui ont complètement explosé, oui, pour ce qui est des sociétés, des pièces d'origine, il a fallu se rabattre à la pièce détachée. À ce moment-là, on a renchéri complètement, comme disait un peu. Mais ça fait 24 ans, Hilaire Zipan. Nous ne sommes plus en 94. Je peux terminer quand même? Oui, allez-y. Merci. Donc, je voulais dire par là que lorsque vous voyez le volume des sommes brassées à cet endroit, c'est ahurissant. Je vais vous rappeler que... nécessaire. Non, c'est ahurissant. J'utilise bien le mot, c'est ahurissant. Je prends un cas. La Banque mondiale, dans une étude extrêmement bien fournie, avait produit qu'en
en 2010 ou 2012, si j'ai bonne mémoire, quand Yabassi brassait entre 20 et 25 milliards. Toute la filière des pièces détachées se retrouve à Kayabassi. Mieux, quand vous allez dans le parc de Tico, qui aujourd'hui on a fixé un objectif à la douane pour apporter les devises dans notre pays, 90% des ressources de la douane de Tico viennent des pièces détachées Ghana, Nigeria. Premier élément. Deuxième élément, elles sont transportées et elles sont complètement organisées. Ce qui me semblait tout à fait bizarre, et là je pense que je m'attendais à ce que Camille n'ait le plus de soulever, c'est que cette filière est entretenue et encadrée par les autorités d'une autre facette, qui est dans l'occupation temporaire de la voie publique, perçue par les mairies et perçue par la communauté urbaine. Et même certains concessionnaires. Alors, à partir du moment où vous le prenez à gauche, oui, bien entendu, parce que c'est là d'où on grappine 25 milliards. 25 milliards, ça ne coûte pas la rue. Hein. Le budget d'une commune, comme celle de Douala deuxième, où elle est lotie, est de 2,4 milliards en compte administratif. Celle de Douala première de 2 milliards. Lorsque vous avez 25 milliards et que vous pouvez le passer en charge de pertes diverses dans le noir, vous pouvez cracher dessus, monsieur. Vous cracherez dessus, monsieur. C'est genre tout. Achille Dio, le camp Yabassi, c'est un mal nécessaire. Hein? Moi, je pense tout simplement que le camp Yabassi, c'est un lieu, un grand lieu, connu de tous. Oui. Un lieu de vol et de recel. Connu de toutes les autorités de la ville chargées de la sécurité. Parce que sous le couvert, fallacieux couvert de vente des pièces détachées d'Europe, s'il vous plaît, c'est devenu un haut lieu de revendre des pièces volées sur le territoire. Moi, j'en suis victime, pas une fois, au moins 4 reprises. Vous garez votre véhicule et le matin, vous retrouvez qu'il n'y a plus des accessoires. Ils ont déshabillé votre véhicule. Vous trouvez même le véhicule sous cas là. Il peut arriver, c'est pas exclu. Alors, et si vous avez la chance, vous partez refaire les achats là-bas, vous pouvez tomber sur votre propre pièce. Alors, oui. Non, moi, au jour d'aujourd'hui, sincèrement, je le dis, j'ai mis fin à ça. Moi, si mon véhicule n'est pas kilométrage zéro, ça ne vaut pas la peine. Alors, maintenant, je voulais dire ceci. Au camp Yabassi, il y a une pratique. Quand vous arrivez avec une voiture neuve, peut-être pour acheter des autocollants, ce sont ces enfants-là qui vous disent, grand frère, il faut sceller cette pièce, sceller cette pièce. Et ils vous proposent leur service. Hein. Et il y a aussi les phares, les pots de phare. Ils vous disent, il faut absolument graver sur ces pots de phare votre numéro châssis ou votre numéro d'immatriculation, soit sur les phares, soit sur les rétroviseurs, ce qui fait que ça personnalise votre pièce. Ils ne peuvent plus venir enlever, même s'ils enlèvent, le temps de gratter, ça va dénaturer la pièce et ça va la dévaloriser. Donc, en conclusion, c'est sur ce point, la police vient de frapper dans une fumière, comme disait quelqu'un, mais le camp Yabassi, c'est un haut lieu de vol et de recel connu de tous. Vous gardez la parole, Maître Ledio. Qu'est-ce qu'il va mettre dans son courrier destiné à Paul Biya, Nidjon Fondi? Permettez, Serge Alain, que je revienne sur ce qui a été dit tout à l'heure, parce que monsieur Mouté, monsieur Mouté et monsieur Camille, oui, on dit des choses qui paraissaient pas très claires. En réalité, j'ai cru devoir voir monsieur Camille et monsieur Mouté signer une enquête journalistique alors que aucune enquête sur le terrain n'a été menée comme le veut la déontologie. Pour assurer l'opinion nationale et internationale, le chairman du SDF, le président Nidjon Fondi, a été kidnappé dans la journée du samedi 27 avril 2019 alors qu'il se rendait à l'enterrement de l'honorable Joseph Banazem dans la banlieue de Mbouy. Après 6 heures de captivité, il a été mis en liberté. Cette liberté a été actée par le SDF à 18h34 et un communiqué a été fait dans ce sens, signé par le ministre de la Communication du Shadow Cabinet. Alors, il faut le préciser. Mais on annonçait avant, quelques heures avant sa libération. Des officines, je vais dire des officines hideuses, défaitistes, des sirènes de l'apocalypse,
Il faut le dire ainsi. Parce qu'on ne comprend pas comment vous pouvez annoncer, faire des annonces sur ce qui ne vous concerne pas. Comment ça ne concerne pas? Ça ne concerne pas le premier point. Est-ce que le chairman appartient seulement au SDF? Il aurait été plus judicieux de se rapprocher des cadres du parti avant de prendre l'initiative de faire un quelconque communiqué. Alors, je t'ai en train de dire, Serge, tout à l'heure, nous avons acté cette libération autour de 18h34 minutes. Et il faut le préciser, le chairman a été pris avec 4 autres personnes, dont son chauffeur. Donc, ce ne sont pourquoi pas... j'ai dit 5 pour l'enfer, mon introduction. Bon, dans tous les cas, c'était 5 personnes, y compris le chairman. Alors, une certaine presse qui fait des titres pompeurs, des titres fanfaronnants, disons, faux enlèvement du chairman. Mais c'est du n'importe quoi, Serge Alain. C'est du n'importe quoi. Sans faire une descente sur le terrain, sans faire des regroupements d'informations comme le veut la déontologie professionnelle, ils se permettent de dire que c'est un faux enlèvement. Pour quel, ou alors dans quel intérêt le SDF ou le chairman aurait de simuler un tel enlèvement alors que nous avons perdu je vais dire cette semaine-là, nous enterrions 2 grands camarades du parti à Douala et à Mboui. Donc, moi je pense tout simplement que toute cette tentative de banalisation de l'enlèvement du chairman n'enlève rien à la situation. La situation est laquelle? Et la conséquence logique, c'est que beaucoup, je voulais dire, il y a des pans et des pans que le gouvernement ne maîtrise plus, des territoires que le gouvernement ne maîtrise plus. John Fondi va mettre dans son courrier à Paul Biya? Le moment venu, je pense que le moment venu, vous aurez la quintessence de ce qu'il va adresser au président national. Okay. La situation, la violence va crescendo et le gouvernement, malgré cette propagande qu'ils font, le gouvernement ne maîtrise plus le terrain. Okay. Et Camille Nélin, sur cette situation, sur cet éventuel ténor, vous avez une idée? Qu'est-ce que le chairman peut dire au président Biya pour que les choses avancent? Avant de dire, de spéculer sur ce que pourrait dire le chairman, je constate la virulente plaidoirie de Maître qui s'en est pris à la presse et de façon absolument, injuste. Parce que quand il nous donne des leçons de recoupement, de déontologie et tout cela, moi je peux dire que moi, journaliste d'investigation, malheureusement j'étais à Bamenda ce jour-là, à l'intérieur de Bamenda, et que j'ai été l'une des premières personnes informées. Maintenant, quand je vais faire les comptes, quand vous parlez de 7 heures de détention, il est parti de Kumbaké, il est parti de Bamenda à quelle heure pour arriver à l'endroit là, depuis on a fait 7 heures. Et voilà, ensuite il est parti à Kumbo, où il est arrivé pendant qu'il faisait encore jour. Descendez donc faire des recoupements. Nous n'entrons pas dans cette. Je suis en train de dire que ce qui est parfaitement visible et que l'on peut constater, c'est que ce kidnapping, comme vous l'appelez, a été fait, c'est-à-dire de façon interactive entre les États-Unis et le Cameroun, avec Mifo, avec Marc Barretta. D'ailleurs, je vous ai montré le poste de Marc Barretta qui affirme. Et quand je vous dis que lisez le poste de Marc Barretta qui dit que John Fondi n'a pas été enlevé, mais il a été pris par des jeunes qui veulent discuter avec lui. Vous dites que c'est son opinion, alors qu'il dit ça pendant qu'il était encore là. Donc, je n'entrerai pas dans ce débat. Mais ce que je pourrais dire, par contre, c'est que cette sorte de comédie qui vient d'être jouée à Mondovision n'est pas digne du chairman. Il est l'une des personnes les plus crédibles de ce pays, l'une des personnes même qui peut parler à ses ambassadeurs, parce que beaucoup de gens s'étonnent que lui, qui est un baobab à l'intérieur du Est-ce que lorsqu'il parle du Tarikon Palais, il sait que ça va se passer comme ça à un moment du voyage? C'est questionnable. Non, ce que je veux dire, c'est que il savait qu'il allait être stoppé. Il a refusé pour cette fois-ci l'escorte, mais il a souvent bénéficié de l'escorte du gouvernement.
Vous savez très bien. À quelle occasion, par exemple? Non, allez vérifier. Allez vérifier. À quelle occasion? De toute façon, le débat n'est pas là. Je suis en train de dire que... Et moi, je peux vous assurer que le président John Fundi, actuellement, paye l'un des lourds tributs de cette crise anglophone. Il y a 10 jours, aujourd'hui, son frère cadet a été kidnappé. Et il a payé une rançon. Il a été kidnappé. Il a payé une rançon. Sa maison a été brûlée. Il a payé une rançon. Sa soeur a été kidnappée. Son bétail a été volé. Mais alors, je vous dis, actuellement, le président, ni John Fundi, paye l'un des il y en a qui perdent même leur vie, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que le président John Fundi a certainement beaucoup de choses à lui dire. De même que beaucoup de Camerounais, on peut avoir beaucoup de choses à dire au chef de l'État par rapport à cette situation et par rapport à la recherche d'éventuelles solutions. Mais ce que beaucoup de gens reprochent au chef de l'État, et je fais partie, c'est qu'il ne donne pas beaucoup l'occasion à son peuple de lui parler. Il ne parle pas beaucoup à son peuple. Il ne rencontre pas les gens qui veulent le voir. Il ne les appelle pas. Il ne les appelle pas. Et c'est ça qui est un peu curieux. Les gens vont dire que non, c'est le temps présidentiel, c'est son caractère, c'est sa nature. Mais moi, je pense que le Cameroun, dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, où il y a des crises multiformes et de toutes sortes, il est absolument nécessaire que le président de la République reçoive des gens, parle aux gens et peut-être même leur donne des directives. Or, malheureusement, il n'est pas très accessible. Bon, ce que John Fundi va lui dire, on ne sait même pas si la lettre va lui arriver, parce que vous savez que pour qu'une lettre parvienne au chef de l'État, elle passe par plusieurs années. Mais, toujours est-il qu'il est important aujourd'hui que des personnalités comme John Fundi rencontrent le chef de l'État, parlent au chef de l'État et peut-être de vive voix, lui propose des situations absolument nécessaires pour que les choses se décrispent dans ce pays. Nous faisons d'abord un tour pour rencontrer Sylvestre Hippolyte Sangaou. Sylvestre, bonsoir. Bonsoir, Sanjala. 100% football, 100% U17, c'est bien cela? Bien évidemment, nous célébrons les héros de Tanzanie 2019. Libye Thomas et ses joueurs, après le sacre hier à Dar es Salaam, sont arrivés au Bercail en début d'après-midi à Yaoundé. Ils ont fait le tour de la capitale politique du Cameroun. Entretien exclusif entre Aïe Cyril, notre reporter, qui était à l'aéroport, et le sélectionneur de cette équipe des moins de 17 ans, Steve Vou également, qui a été élu meilleur joueur du tournoi. Accordé un entretien exclusif à notre reporter. Nous vous proposerons ces deux moments importants dans cette édition de 100% foot au cœur de l'aventure des Lionceaux du côté de la Tanzanie. À suivre également des commentaires, analyses et décryptages, notamment l'analyse d'un ancien Lionceau qui fait partie de la cuvée qui avait soulevé le trophée pour la première fois en 2003. Momo Epangé sera sur le plateau de 100% foot ce soir. Il était aux côtés de Dani Nunke, Stéphane Betundi, Alexandre Son en 2003. C'est cette cuvée de Lionceau qui avait soulevé pour la première fois le trophée de cette catégorie pour la Coupe d'Afrique des Nations. Nous parlerons également du championnat de Ligue 1 dont la phase de retour s'est achevée dimanche avec les matchs de la 18e journée. Nous ferons le point et nous constaterons par exemple qu'il y a des clubs qui sont menacés de relégation et qui doivent passer par des playoffs pour assurer leur maintien dans ce championnat de Ligue 1. Nous sommes à 2 mois également du coup d'envoi de la phase finale de la CAN 2019. Le Cameroun se préparera comment? On tentera d'évaluer ce que fera Clarence Seedorf pour préparer son équipe à aller maintenir, à aller garder son titre conquis au Gabon en 2017. Également les Lions qui vont jouer la phase finale de la Coupe du Monde France 2019 dans 2 mois également. Voilà, merci Sylvestre Hippolyte Sangaou. Dans un instant, 100% football, 100% les Lions U17. Hilaire Zipan pour sortir. Ni John Fundi, Paul Biya. Non, je pense qu'il est vraiment scandaleux, regrettable que l'on épilogue un peu sur les actes qu'a posé Ni John Fundi. Moi, j'ai été jeune dans les années 90, pratiquement, qui m'a fait embrasser la politique. C'est quand même un monsieur qui a un parcours exemplaire pour ce qui est pour nous à l'opposition. C'est vrai que ces actes n'ont pas toujours permis à ce que nous gagnions, mais à aucun moment, il n'a reculé devant l'adversité. Vraiment, c'est mal le connaître. C'est mal le connaître, c'est peut-être pas... Je pense que c'est l'un des rares leaders camerounais qui a fait quand même 10 fois ou 15 fois le tour de ce pays, qui connaît le Cameroun au bout des ans. Pour quel intérêt? Veulent-ils revenir devant la scène? Je n'en vois pas trop. Je pense que c'est le phénomène des réseaux sociaux avec des réactions, des contre-réactions. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu des gens qui ont tweeté, qui n'étaient pratiquement concernés en rien dans le dossier. Donc il faut interroger ça. Pourquoi ils ont tweeté? Parce qu'ils ne voulaient pas que Fundi prenne la vedette d'une situation extrêmement rocambolesque. Non. Et je crois que l'a dit. Il y a l'aile militaire dans la crise anglophone
il n'y a pas l'aile politique. C'est ça qui fait la faiblesse. Donc aujourd'hui, même si on décide d'aller négocier en territoire camerounais ou hors du territoire camerounais, il n'y a pas d'aile politique. Il n'y en a pas. Et je vous ai pris le Sinn Féin tout à l'heure avec Jeremy Adams. C'est comme ça qu'on avait contraint à diriger l'aile politique de l'IRA. Mais en même temps, la question qu'on se pose, c'est que la crise anglophone aujourd'hui, dans la lecture telle qu'elle est faite, et quand on regarde, quand on regroupe les actes, les Camerounais, les ambazoniens ne veulent pas partir. Ils sont dans une surenchère de revendications d'une malgouvernance dans laquelle ils veulent se sortir de là. Mais il faut bien qu'on est dans une porte de sortie. Et là, j'en conviens avec eux. Mais comme disent, que ça soit Toumi, que ça soit Fondi, ce n'est pas l'issue. Ce n'est pas ça la solution. Donc il faut incliner. Le problème maintenant, c'est que, il a dit, Camille, le président qui est en charge de la République, qui a la responsabilité, c'est-à-dire que c'est le Parlement et le président de la République qui ont la responsabilité de gérer l'État, le président de la République qui impulse la politique n'est pas en capacité aujourd'hui de pouvoir proposer une solution alternative. Okay. Et c'est cela qui bloque cette situation. Et je voudrais terminer par là, vivement, que les gens se mettent ensemble pour essayer de sortir. Notre Cameroun est un et indivisible, mais la forme de l'État, on peut les débattre. Camille, rapidement, pour sortir. Oui, Robert Moutéambassa. Oui, c'est d'aller rapidement parce qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans de meilleures conditions possibles pour faire quelque chose et sortir de cette crise. Parce que vous savez, à la veille du 20 mai, généralement, le président fait des grâces présidentielles. Je crois que c'est une très grande opportunité pour faire libérer Soussoukou et les autres, libérer Kantou et les autres, permettre qu'il y ait un apaisement. Et au niveau du dialogue, je propose que le président rencontre le cardinal Toumé et tout le clergé nord-ouest, sud-ouest. Il rencontre le Fonds Nangwa Fort 3 et tous les chefs traditionnels premier deuxième degré nord-ouest, sud-ouest. Qui rencontre, comment il s'appelle encore, Agbobala et la société civile, de telle façon que ces derniers puissent revenir donner leur position et permettre aux chefs d'État ainsi d'avoir une autre vision des choses, différente de tout ce qu'il reçoit dans ses rapports quotidiens, voire discuter, recevoir des propositions de solutions. Et une fois qu'il a eu tout ça, à lui maintenant de choisir s'il faut réunir le reste des Camerounais pour voir les autres problèmes ailleurs, et pourquoi pas rentrer dans une deuxième république qu'il va diriger. Oui, okay. Je voudrais compléter pour dire que au-delà de cette démarche, j'allais oublier Fondi. Donc naturellement, avec les hommes politiques du nord-ouest et du sud-ouest. Ça ne peut pas se faire sans cette démarche-là, je pense qu'à l'international, il y a un certain nombre de choses qui sont entreprises. Nous avons été contactés, il ne faut pas le dire, peut-être en mondovision des contenus, mais ça se tient, que ce soit le président sud-africain, que ce soit l'ancien président ghanéen, que ce soit le président tanzanien, tout cela, ils managent pour essayer de trouver une solution. Je pense que dans ce sens-là, on ira dans ce sens. Okay. Mais la difficulté, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'aile politique. Okay, c'est ça le problème. Merci, cher monsieur, le message est passé. C'est pour ça que ta situation est bonne. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première édition Equinox Soir lundi. La diffusion 23h GMT, il sera minuit exactement à Kumbo.